Je suis bien contente que ça commence. Si tu veux y aller, Pierre. Bon, ben, on démarre alors. On va attendre qu'Albert revienne. Bon, donc, c'est là. Alors, voilà. Donc, on a mené le 8e observatoire CIRPA. On le fait tous les 2 ans depuis X années. Ce n'est pas moi qui ai commencé, ça a été commencé avant que j'arrive au CIRPA. Donc, ça doit faire 3 vagues ou 4 vagues qu'on fait à IDEM. La partie terrain donc, est faite par IDEM et moi, je travaille avec Luc, notamment sur l'analyse des résultats. Donc, il y a un gros rapport d'études qui sera mis en ligne plus tard et on a décidé de décliner en 3 ateliers la partie des résultats, des synthèses en 3 ateliers. Donc, la première, c'est celle qu'on va voir là sur l'évolution, justement sur les profils des gens, sur le recrutement, sur les attraits du métier. La deuxième ou la troisième sera sur le numérique, comment est utilisé le numérique dans le métier, quel est son poids. Et la troisième ou deuxième, on verra dans quel ordre, ça sera sur les salaires. Parce que sur les salaires, en fait, si on regarde les typologies qu'on a de répondants, on en doit diviser. Comme je n'ai pas beaucoup de répondants, il faut que je remonte les vagues de la dernière vague, du dernier observatoire pour avoir suffisamment de répondants pour commencer à travailler sur une typo. Mais on voit des choses se dessiner, notamment par type de structure. Toutes les organisations professionnelles, notamment les fédérations, ont une façon de travailler avec des équipes communication, un type de salaire. Les firmes où la communication est installée depuis plus longtemps sont déjà bien avancées, travaillent différemment. Et après, on a la distribution qui a mis en place la communication, disons, moderne, on va dire numérique au moins, plus récemment, est en train de se mettre en place avec des salaires encore différents, etc. Donc, on a la prise de conscience de l'importance de la communication. Donc, on a, dans l'observatoire de cette année, on a dénoté 3 typos de communicants. Si on regarde, on a les anciens, donc ceux qui sont là plutôt pas en fin de carrière, mais disons qui sont les seniors, qui sont arrivés il y a 25 ou 30 ans. À part les firmes, on met un peu les firmes de côté, la communication était faite par les ingénieurs agri-agro. Donc, c'était souvent une deuxième partie de carrière. Ils avaient déjà une dizaine d'années d'expérience en moyenne ailleurs que dans la communication. Et ils arrivent dans la communication. Alors, c'est principalement des hommes, presque à 90%. En même temps, ils pouvaient être directeurs commercial, faire du marketing ou des cadres sur la touche ou des gens qui avaient eu un accident personnel et que la structure a souhaité garder. Une partie d'entre eux, et il n'y a que pratiquement, ont des activités agricoles en complément, alors que les arrivants suivants n'ont pas d'activité agricole. Alors, c'est l'époque où la communication était encore essentiellement papier et restait du strictement nécessaire. C'est-à-dire on faisait ce qu'il fallait faire. Une fois qu'on avait validé un peu on faisait intervenir une agence. Une fois qu'on avait validé, on s'occupait de l'impression, de la distribution. On était entre l'événementiel et la communication. Et là, on était sur un recrutement principalement en interne. Depuis, il y a 12-15 ans, alors c'est difficile de dater, mais disons qu'il y a 12-15 ans, sont arrivées dans ces fonctions des personnes avec une expérience agricole, familiale ou professionnelle déjà, mais avec des formations plus généralistes. Alors, il y avait aussi des gens de com, il y avait aussi des ingénieurs agro, mais il y a un paquet de gens qui étaient plus de formations généralistes et qui étaient souvent liés en cumul ou qui venaient de fonctions centrales. Qualité, sécurité, relations avec les clients, adhérents. Voilà. Là, on est déjà sur une parité homme-femme qui arrive. Donc, il y a les premiers qui sont principalement des hommes. Les deuxièmes arrivants, on est plus sur une parité avec des formations plus généralistes. Ça peut être des économistes, des anciens journalistes, des choses comme ça. Donc là, il y a déjà une certaine prise de conscience de l'importance de la communication et la mise en place des outils numériques. Il y a 12-15 ans, on commençait à mettre en place, on commençait à regarder les réseaux sociaux, on commençait à faire les sites, etc. Le recrutement est très mélangé. Là, on voit, c'est de l'interne, c'est du réseau pro et on commence à voir le réseau social, les réseaux sociaux. Mais on s'aperçoit qu'à l'époque, on l'avait analysé comme ça, le réseau social servait à compléter les autres approches ou les autres démarches. Et la troisième vague qu'on voit arriver là depuis 3 vagues, donc ça fait 6 ans, 7 ans, on a de l'arrivée en force de nouveaux profils. Donc, c'est surtout des femmes, avant tout des femmes, formation initiale en communication, donc là, c'est vraiment le gros contingent, et sans particulièrement d'expérience dans le monde agricole.
Donc là, les changements ont été poussés par l'importance de l'évolution des canaux de communication, réseaux sociaux, la nécessité pour le monde agricole de communiquer. Depuis 8 ans, on sait qu'il faut communiquer, que le monde agricole sait qu'il faut communiquer de façon plus professionnelle, et notamment l'arrivée en force des interprofessions qui sont venues faire de la communication, alors qu'elles en faisaient très peu jusque-là, où c'était juste de l'accompagnement. Donc, le recrutement, là, est principalement via les réseaux sociaux, en direct ou via des cabinets de recrutement. C'est-à-dire que même si on a été recruté par un réseau social, c'est un cabinet de recrutement qui nous a choisi et on est reparti. Donc, les 3 profils sont encore présents aujourd'hui dans l'échantillon qu'on a cette année. Et on peut rajouter une dernière typologie que justement, il faut arriver à extraire, qui n'est pas toujours évident à trouver, c'est les patrons de PME qui ont pris en main leur communication propre avec l'assistante, etc. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait quand on analyse, c'est les 3 typologies. Et on voit que c'est à la fois lié au métier, à l'évolution de la communication et à l'évolution de la nécessité de communiquer. Donc, c'est une prise de conscience du monde agricole au fur du temps, de dire que la communication devient essentielle, devient importante. Donc, on fait venir des professionnels peut-être hors communication, hors agricole, pardon. Donc, les attraits du métier d'agri-communicant. Donc, on va voir qu'il n'y a que 51% des répondants qui ont réellement choisi leur activité professionnelle dans l'agriculture et 97% la trouvent très ou assez attractive et même 63% qu'elle a tout à fait du sens. Alors, le reste ne dit pas qu'elle n'a pas de sens, elle dit qu'il y a assez de sens, mais donc il y a quand même une grosse majorité qui trouve que c'est un métier attractif dans l'agricole et 63% qu'elle a du sens. Alors, on a trouvé 4 dimensions explicatives, la diversité des tâches, la fierté de travailler dans l'agriculture, dans la communication, ce qui était moins vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, on est fiers de travailler dans l'agriculture et dans la communication. La confiance dans la structure. Il y a, je crois que ce n'est pas la vague d'avant, c'était 2018, où les gens disaient bon, ma carrière, ça sera ailleurs parce que la structure, on voyait les choses évoluer, on ne savait pas si on pouvait rester. Et la proximité des centres de décision et des dirigeants. On s'est aperçu que les répondants et le centre de décision de la com étaient très proches, très. C'est difficile de parler à une seule personne, tout le monde est là-bas. Donc, il faut que je parle devant la caméra. Donc, la proximité avec les dirigeants est quand même essentielle. Tous les centres de décision sont très proches des dirigeants en com. Tous les centres, les directeurs de com, les responsables de com sont très proches de la direction. Donc, le choix de la communication, ce que je disais, 51% c'est une préférence, 39% c'est par hasard et 10% par défaut. Après, on leur demande l'attractivité du métier. Est-ce que le métier est attractif? Très attractif, 53%, 43% attractif et peu ou pas attractif, 3%. Mais ce n'est pas lié, à part ceux qui sont par défaut, qui du coup peuvent le trouver moins attractif. Autrement, il n'y a pas de lien entre le fait qu'on soit arrivé par hasard ou pas en préférence sur ce métier de l'agricole, de la communication agricole. Pas pour ça qu'on le trouve plus ou moins attractif. Entre les 2 populations, hasard et préférence, on a à peu près les mêmes pourcentages de très attractif, assez attractif ou peu ou pas attractif. Après, donc on leur demandait, c'était la partie nouvelle qu'on a rajoutée cette année, est-ce que votre activité professionnelle a du sens? Donc on voit tout à fait 263%, 34% dans une certaine mesure et 2% qui n'a pas vraiment de sens. Là, par contre, effectivement, l'attractivité et le fait de trouver du sens à son travail sont fortement liés. On le trouve attractif, d'autant plus on trouve qu'il y a du sens, d'autant plus qu'il est attractif, ou l'inverse. Alors, les principaux attraits du métier, il y a la diversité des tâches, des cibles, des missions. Ça, on l'avait toujours en premier. Le secteur en lui-même, l'agriculture, qui est remonté en 2 ans, il est remonté en 2e place dans le paquet des 3 suivants. Il était bien plus bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la modernisation du secteur agricole, les OAD, les outils, etc., et les enjeux redonnent du sens à ce secteur et on se sent mieux de le défendre. À la même place qu'il y a 2 ans, les contacts, l'autonomie de liberté et la liberté de décision, la responsabilité sociétale, les nouveaux enjeux agri, qui étaient déjà présents en fait, parce que même si on doit répondre à des gens qui ne sont pas convaincus, quand même dans le monde agricole, on sait qu'il y a une responsabilité à faire à ce secteur. La transversalité des projets, la position de l'entreprise, enfin le fait qu'on soit en contact des fois avec tout le monde. C'est-à-dire que quand la fonction com, chez certains distributeurs, elle doit aller chercher les éléments un peu partout, du coup on croise tous les services. L'innovation, l'évolution technique du secteur, donc ça c'est récent, c'est les petites flèches, ça montre que ça arrive cette année, et puis la polyvalence qui était plus présente avant. Alors, ça fait 3 ans, certains depuis 3 vagues, certains depuis 2 vagues, on leur demande finalement, est-ce que vous êtes fiers de travailler dans la communication en dehors du secteur? On voit que la communication, là où on était à 33-36% de trait, donc le trait, le noir, c'est le trait,
En dessous, c'est peu ou pas du tout. Le gris, c'est assez. Et en haut, on a un indicateur. Donc, on voit que ce qui est intéressant, c'est que la fierté de travailler dans la com est remontée avec 50% qui disent « je suis très fier de travailler dans la com ». Et surtout le secteur agricole, on est à 43% très fiers, 40%, on est passé à 66% qui sont très fiers de travailler dans le secteur agricole. Donc, et ça, c'est une grosse évolution, c'est un vrai changement qu'on va expliquer. La confiance dans la structure, qu'on ne posait pas il y a 3 vagues, mais qu'on posait à la dernière vague, pareil, il passait au-dessus de 50% dans le très confiant. Le reconnu pour ses actions, pareil, alors ça monte moins, là, on ne se sent pas toujours reconnu dans l'action de communication. Dans la distribution, dans certaines structures, bah, la com, c'est un peu un truc encore en plus pour les autres. Et la satisfaction de son quotidien, bon, on a un peu monté, mais pas tant que ça, même si on a quand même évolué, mais on n'est pas encore aux fiertés qu'on a pu trouver tout à l'heure, qu'on a pu voir là, au début du schéma. Alors, quel est le niveau du directeur ou du responsable communication? Donc, 17% de DG dirigeants. Et dans l'échantillon, on en a 10% qui ont répondu, mais les gens disent que c'est le dirigeant qui s'en occupe. N-1 membre du CODIR, 67%. Donc, on voit que c'est vraiment juste en dessous. La grosse masse est ou directement les dirigeants ou juste en dessous. N-2, 9%. Et en dessous d'N-2, 7%. Donc, on voit que cette grosse masse. Donc, des agri-communicants, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'évolution qui s'est passée même s'il y a 2 ans, on l'avait fait pendant le Covid, au tout début du Covid, mais le côté l'image de premier de cordée dont a fait partie le monde agricole durant la période Covid 2019, Covid-19 2020-2021, le débat sur la souveraineté alimentaire, même s'il y a eu les polémiques sur l'eau cet été, je veux dire, on fait que les gens ont repris une fierté de travailler les communicants, en tout cas, ont repris une fierté de travailler dans l'agricole. Et c'est ce qu'on a vu dans la fierté tout à l'heure. Il y a une question d'ailleurs de Stéphane là-dessus. J'arrive pas à lire. Est-ce qu'il y a un effet Covid sur la… L'effet Covid, c'est cette fierté. Je pense qu'il y a à la fois la fierté de travailler parce que c'est redevenu un enjeu important, l'agriculture. C'est devenu un enjeu médiatique, on en a parlé. Et ça va bien avec les axes de communication qu'avait l'agricole, nourrir la planète, transition agroécologique, modernisation et numérisation. Donc, c'est un ensemble à la fois de modernisation du secteur et de visibilité du secteur et la souveraineté alimentaire qui a pris un enjeu pendant 2-3 ans, avec des agriculteurs qui ont eu des actions particulières. On a parlé beaucoup dans les médias, les distributeurs qu'on installait pour pouvoir aller acheter sans avoir de contact, etc. Ça a fait, c'est vraiment un effet Covid. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est défendu, qu'il est acquis. Même parce qu'on le voit, on verra au prochain observatoire, mais je pense qu'il est quand même acquis. Aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Il y a des choses dont on sent que ça va repartir. Là, ce n'est pas reparti. Ça ne repartira pas. On l'avait déjà vu monter un peu sur la vague de 2020 parce qu'on était pendant le Covid, mais là, on l'a vu vraiment exploser. C'est-à-dire que les gens se le sont approprié, cette fierté. Alors, si on prend la quête de sens au travail, on avait fait un petit truc en plus là. Donc, est-ce que ça va prendre de l'importance? Oui, tout à fait, 66%, mais ce n'est pas majoritaire. Dans une certaine mesure, 31%. Donc, on n'a quand même que 66% qui disent oui, ça va prendre vraiment de l'importance. Et c'est vrai que quand on croise des cabinets de recrutement généralistes, les gens peuvent être assez en disant oui, c'est la mode, mais ça passe. En fait, en premier, c'est le salaire. Ça reste toujours vrai, ça ne change pas. Bon. Je vais pas on va pas lire ce qu'il y a là, je vais vous le montrer. Donc, je vais mettre la page. Donc là, on demandait l'importance des variables. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la première variable qui intervient, c'est l'éthique personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas ce genre d'études. Hein. Là, c'est des variables j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé avant sur la satisfaction professionnelle, après sur la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, on travaille sur le sens du travail. Donc, on a vu les outils évoluer. Donc, il y a des variables qui sont restées les mêmes. Reconnaissance, management, implication. Et on peut rajouter aujourd'hui le développement durable, RSE. Donc, à condition que le travail respecte mes valeurs, mon éthique, que je ne me sente pas choqué quand j'arrive le matin de la boîte dans laquelle je travaille, on parle des communicants. Hein. On revient sur les basiques. Un travail qui concilie vie professionnelle et vie personnelle, même si elle est aujourd'hui développement durable, elle existait déjà avant, et un travail avec une rémunération qui est juste, c'est-à-dire le salaire arrive tout de suite. Donc, on a pouvoir avoir du temps pour moi quand même, ça existait avec la qualité de vie au travail,
Il n'y a pas il y a 20 ans, mais il y a 10 ans déjà, c'était en place. Et la rémunération, voilà. Donc, elle arrive devant, sachant qu'on est sur des communicants qui ont quand même des salaires en moyenne assez bons, quoi. On est dans la tranche au-dessus. Après, il y a le management qui arrive, être dans une structure aux objectifs clairs, dans une stratégie définie, un travail avec des missions claires et utiles à l'entreprise et à la structure ou à la structure, être dans une structure transparente, accès à l'info, qu'on peut questionner, etc. Donc ça, c'est classique, le management arrive derrière. Et après, on retrouve les variables quête de sens au travail, un travail qui a un impact positif sur la planète et ou sur la société. On va sauter la suivante, la reconnaissance. Là. Le travail dans une structure où on remercie régulièrement pour ce qui est bien fait. Bon, là, elle pourrait être plus bas, elle est un peu haute parce qu'effectivement, on sait qu'il y a un manque de reconnaissance un peu de la com. En dessous, un travail qui permet l'acquisition et la transmission de compétences, qui est quand même assez basse parce que normalement, dans les médias, on dit que c'est un enjeu fort de pouvoir transmettre et acquérir des compétences. Là, après, on est pareil, il faut ramener ça, on est sur des communicants déjà installés. Être dans une structure qui a une bonne réputation. Et après, on a des choses qui sont plus basses que d'habitude. Non, on a les deux reconnaissances, le travail, donc les deux R là, le travail avec ici, là, le travail avec une situation géographique optimale et un travail avec une promotion, un plan de carrière intéressant, ça, c'était beaucoup plus haut avant. Et là, ça a baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche pas le plan de carrière. Finalement, bon, après la situation géographique, on est quand même sur beaucoup de gens qui sont en province, qui ont moins de problèmes disons, de chemin pour aller au travail, bon, d'embouteillage, tout ça. Donc, ça baisse un petit peu. Mais le fait d'avoir une promotion en plan de carrière, avant, c'était quelque chose qui était vachement important, qui était vraiment réclamé. Et aujourd'hui, ça a baissé. Mais par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que l'implication au travail, elle ne monte pas. Ça veut dire qu'on ne compte pas s'impliquer au travail. Un travail qui challenge, difficulté, délai, raisonnement. Alors pareil, c'est des communicants, ils sont suffisamment challengés, mais ils refusent quelque part. Ce n'est pas ça qui fera la quête de sens au travail. Et être dans une structure où on peut participer à la résolution des conflits, ça, c'est super intéressant parce que moi, je travaillais dans les usines Schneider. Ça, c'est un truc qui remontait beaucoup. Les ouvriers, pouvoir, quand il y avait des conflits, intervenir pour éviter que ça augmente, que ça prenne de l'ampleur. Ils aimaient bien. Et des cadres, ils ne voulaient pas s'en mêler. Là, on est vraiment sur une réaction de cadre. On ne veut pas s'impliquer dans la résolution des conflits. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'éthique personnelle, aujourd'hui, on ne la mesurait pas, mais qui est vraiment devant. Je veux que ça ne choque pas, quand je ne sois pas choqué quand je parle de mon travail le vendredi soir au week-end avec mes potes. Il y a la reconnaissance salaire et l'équilibre vie perso, le management, l'encadrement. On descend d'un cran, on retrouve sur les variables RSE de quête de sens au travail. Les reconnaissances qui ont disparu, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir, du coup, le plan de carrière, d'avoir des choses un peu plus optimales, et l'implication qui reste en dernière. Donc, il y a une belle évolution. Et si on regarde les différences entre ceux qui sont les plus en orange, c'est ceux qui ont le plus qui trouvent que qui trouvent qu'ils ont le plus de sens, qu'ils ont plus de sens de travail, et les autres qui en ont plus ou moins de sens dans leur travail. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont disparates. À partir d'en bas, tout le monde est d'accord sur le début, et à partir de là, il y a des différences et qui alternent. C'est-à-dire qu'ici, ceux qui trouvent le plus de sens dans leur travail trouvent qu'être dans une structure où on remercie régulièrement, ben, ils en ont moins besoin que ceux qui trouvent qu'ils ont moins de sens dans leur travail. Après, tout le reste, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et ça, c'est intéressant de regarder ça. Alors après, il manque que chaque variable soit, disons, notée comme une satisfaction pour pouvoir faire un mapping. Mais pour une première étape, je trouve que c'est assez intéressant. On est sur une population particulière, je compte élargir. Ça, c'est les premiers résultats. Alors, est-ce qu'il y a des réactions là-dessus ou est-ce que je passe la parole? Donc, ce qu'on comptait faire, c'était avoir un témoignage sur la perception. On cherchait quelqu'un qui était complètement agricole et qui serait rentré dans la com, dans l'agricole d'un seul coup. Alors, on a cherché, on a pensé à notre président, parce qu'on ne connaissait pas bien son CV, qui m'a dit, ben non, en fait, je ne suis pas ça. Donc, je vais passer la parole à Sébastien pour qu'il explique un peu son cursus et lui, ce qu'il pense des gens qui switchent de l'un à l'autre. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi de ne pas être présent sur place. Effectivement,
quand Pierre m'a proposé d'intervenir sur le fait des gens qui n'étaient pas du tout issus du secteur agricole, en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Comme en fait la majorité des Français, je suis issu du monde agricole, alors pas mon père mais mon grand-père, et du coup beaucoup de mes oncles et tantes et de mes cousins et cousines d'ailleurs, on va parler des femmes un petit peu, sont agriculteurs, aussi bien en Picardie qu'en Charente. Et j'avais jamais, en revanche, pensé retravailler dans le monde agricole ou travailler tout court dans le monde agricole. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les organisations politiques qui ont une dimension sur la vie en commun, sur le fait de vivre ensemble. Pas forcément juste la politique, mais aussi toutes ces entreprises qui ont un impact sur le territoire. Et j'ai travaillé en agence pour différents clients, dont Carrefour, qui a un maillage territorial, qui a des clients ou des fournisseurs des agriculteurs. J'ai travaillé également chez McDonald's pendant 7 ans, où j'ai accompagné toute la relation de McDonald's avec les filières agricoles. Et puis, au bout de quelques années, 7 ans chez McDonald's, je me suis dit, mais qu'est-ce qui… là, on a le lien direct avec le consommateur. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Qu'est-ce qui se passe dans les filières, dans l'industrie agricole, pour qu'on puisse justement répondre aux besoins des consommateurs, qui évoluent très vite. En quelques années, on avait vu arriver des modes et des attentes assez différentes. Et c'est là où j'ai donc croisé la route de Syngenta. Je ne pensais pas remonter aussi haut du consommateur à l'amont agricole. Mais au final, cet impact sur le territoire, il est là, et il y a un fil rouge quand même qui est intéressant. En fait, ce que je voulais vous dire avec ce petit témoignage, c'est que il y a peu de secteurs qui n'ont aucun lien avec le secteur agricole, avec l'agriculture. Et ça, que l'on soit en région ou en Île-de-France, finalement, on a une dimension qui a du sens, qui est cette vitalité des territoires, ce lien avec l'agriculteur. On voit, et d'ailleurs, parmi les adhérents du CIRPA, il y a beaucoup de secteurs, que ce soit la banque, l'énergie, l'alimentation, l'amont agricole. Tout ce monde se retrouve, on se retrouve tous ici au CIRPA, et c'est pas un hasard. Donc, ce que j'aurais envie de développer, c'est que le sens que l'on donne dans le monde agricole, on peut le faire rayonner beaucoup plus large. Et finalement, peut-être les barrières psychologiques dans la fluidité d'un parcours professionnel, il faut qu'on les lève, il faut qu'on en ait conscience, qu'on peut passer d'un secteur à un autre, qu'on peut y revenir, et que ce bagage agricole, c'est une force qu'il faut savoir raconter, et il faut qu'on ne soit pas les cordonniers les plus mal chaussés sur notre secteur. Bon. Alors, moi qui ne suis pas issu du monde agricole, moi je ne suis pas du tout issu du monde agricole, le BTP dans le sud-est, vraiment à part, et personne d'agriculteur autour de chez moi. Quand je suis arrivé, que j'ai dit à mes copains que je travaillais dans l'agriculture, que j'étais monté à Paris pour travailler dans l'agriculture, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, ah, mais on fait des études de marché dans l'agriculture. Voilà. Mais bon, c'était il y a très longtemps, donc je pense que ça change maintenant. Donc, justement, on va voir avec Fabien. Donc, on avait prévu un regard croisé en présentiel, et Internet va permettre de le faire. Donc, Fabien, on a préparé les questions. Donc, aujourd'hui, vas-y, tu as les questions, je te laisse réagir. Merci au président Sébastien, à Laurence, et merci Pierre. Bonsoir à tous. Voilà, je suis ravi d'être parmi vous. Frustré du fait des grèves de train de ne pas être en présentiel. Mais en tout cas, merci d'avoir pensé à moi et surtout à notre structure Sinovivo, qui est un cabinet de chasseurs de tête spécialisé, dédié au monde agro et sciences du vivant, pour ce regard croisé. On entame notre 3e année pour notre part, et j'ai le plaisir de connaître la plupart d'entre vous. Je suis adhérent au CIRPA depuis plusieurs années. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, en quelques mots, moi j'ai 42 ans. Je suis géographe de formation, et j'ai eu la chance de rentrer dans le secteur de l'agriculture il y a 13 ans maintenant,
après une première partie de carrière. Mon métier, ça a été durant 10 ans d'être lobbyiste. Le terme est souvent péjoratif, mais ça a été mon métier et je considère que ça l'est toujours. Lobbyiste, communicant, j'y reviendrai, il y a beaucoup de parallèles. J'étais lobbyiste dans la distribution agricole, notamment le négoce privé, le négoce en céréales et l'agrofourniture. Avant de lancer, donc, sous l'impulsion du DUMA, ex des semences et moi, ex de la distribution, le cabinet de recrutement Synovio. Peut-être avant de répondre aux questions, moi, je pourrais vous raconter une histoire qui démarrerait comme j'ai l'impression, après la présentation de Sébastien, que je connais depuis pas mal de temps, d'être un frère jumeau de Sébastien, parce que non issu du milieu agricole et vraiment tombé amoureux de ce secteur. Je suis passé par McDo, je suis passé par Carrefour. Voilà, je me suis débrouillé il y a 2 ou 3 ans sur une réorientation de carrière pour faire tout pour rester dans ce secteur. Pourquoi on parle de communication et on va parler des métiers des communicants. Si on fait très simple, moi, ma perception sur 2 ans et demi ou presque 3 ans d'activité en tant que chasseur de tête dans le milieu agricole, je fais très très peu d'agroalimentaire, donc beaucoup agri, et c'est surtout le cercle du CIRPA. Je réponds point par point. Est-ce qu'il y a des difficultés à recruter des professionnels de la communication dans l'agriculture? Non, il n'y a pas de difficulté. Je ne vois pas, je ne constate pas de difficulté à recruter des professionnels qui ont les connaissances, qui sont issus ou pas du secteur, parce que le métier de communicant, qu'on parle de chargé de communication avec des profils plutôt juniors, de responsable communication avec des profils plus expérimentés, jusqu'à directeur de la communication, directeur de marque dans des entreprises de plus grande dimension. Ce sont des postes qui sont attirants. Ça, c'est le premier constat. J'espère que vous ne l'apprenez pas. Il y a des postes qui sont moins attirants. Conducteur routier, chauffeur de bus, technico-commercial dans la distribution agricole. Je pourrais en citer beaucoup. Infirmière, maintenant, ou infirmier. Les métiers de la communication, eux, ils ont bonne presse, malgré ce qu'on peut dire. Ils permettent d'avoir un sourcing sur des candidats qui sont issus de plusieurs cursus. On peut être universitaire, on peut avoir fait des écoles de commerce, on peut avoir fait des études de journalisme, on peut avoir fait des écoles spécialisées sur la communication, on peut avoir fait du marketing. On peut rentrer dans les métiers de la communication et en tout cas répondre aux besoins exprimés par les entreprises qui recrutent. Donc, le premier point, il n'y a pas de difficulté à recruter. Ce qui fait que moi, je ne gagne pas ma vie avec des missions de recrutement de professionnels de la communication. Pour tout vous dire, depuis 2 ans et demi et plusieurs, pas loin de 100 missions, nous avons eu seulement 2 missions de recrutement spécialisées en communication. C'est dire que les entreprises n'ont pas besoin de donner 10 000 € à un cabinet de recrutement, et vous avez bien raison, et elles ont bien raison, pour recruter en communication. Parce que, par expérience, vous mettez une annonce de chargé de communication, responsable communication ou directeur de communication sur votre site internet, sur LinkedIn, surtout sur LinkedIn, je reparlerai après des canaux principaux et ceux qui fonctionnent. En fait, vous allez recevoir 70, 80 candidatures au bout de 3 jours. Vous allez potentiellement en avoir 150 au bout de 4 jours et peut-être pas loin de 200 si vous laissez l'annonce une semaine. C'est bien et pas bien parce que on a pas mal d'études, nous, dans le secteur du recrutement. Dès l'instant que vous avez plus de 30 candidats, ça y est, le message est brouillé. Vous êtes trop attractif ou il y a un effet d'opportunité, mais en tout cas, vous avez trop de CV et vous allez avoir beaucoup de mal à choisir. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le métier attire, donc pas de difficulté à recruter, ni en agricole, ni en agroalimentaire. J'en reparlerai après. Des cadres confirmés. Pas de difficulté à recruter des chargés de recrutement, des chargés de communication, pardon, juniors sortis d'école. Dans le milieu agricole, on aime bien, enfin en tout cas les employeurs aiment bien des profils plutôt agri-agro,
plutôt sortis d'écoles supérieures agri, que ce soit ISA, ESA, les instituts agronomiques, si on va dans le sud, voilà, Montpellier Supagro, Purpan et autres, on voit que les profils plutôt juniors dans l'agriculture, on aime qu'ils aient un background agricole. En tout cas, nous, c'est ce que les clients nous demandent et c'est ce qu'on constate. Je reviens sur le fait que personne ne peut s'interdire de candidater. Une école de commerce, une école de marketing, ça peut aussi convaincre. La communication, ça se joue beaucoup sur l'entretien de recrutement. Si on veut faire un métier dans la communication, il faut être à minima plutôt un bon communicant. Et donc, si le candidat arrive à convaincre qu'il ait un background universitaire, subdeco ou agri, il pourra s'en sortir. Ça marche pour les juniors, ça marche un peu moins pour les responsables, surtout responsables de service, responsables d'équipe, et moins également pour les directeurs de communication à qui on va demander beaucoup plus de stratégie, de politique. On se rapproche de la partie lobbying, défense, représentation des métiers. Là, pour le coup, les employeurs vont avoir aussi tendance, en agriculture toujours, à privilégier des profils qui ont une vraie connaissance du secteur. C'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu as dit, Pierre, et voilà, je vous recommande à tous de revoir les diapos un peu en détail. Ce secteur de l'agriculture, y compris dans la communication, continue à faire de la reproduction sociale. Ce n'est pas un secret. Les employeurs ont toujours tendance à dire « N'hésitez pas à nous sortir de notre zone de confort, présentez-nous quelqu'un qui sort d'une école de journalisme, présentez-nous quelqu'un qui a été en politique, présentez-nous quelqu'un qui a une dominante marketing. » Au final, un responsable communication, que ce soit pour, j'en sais rien, une interprofession, la GPM ou une organisation professionnelle, la FNA pour le négoce, comme de France, enfin, la coopération agricole ou d'autres, à 90% du temps, vous allez avoir un professionnel ou une professionnelle qui est issue du secteur. Pourquoi? Parce qu'il est technique. Notre secteur, on le connaît, faut l'aimer, mais il est technique. Il y a des attaques de partout, il y a l'alimentation, il y a la sécurité alimentaire, sanitaire, les pesticides, la fertilisation, l'environnement. Et les employeurs, nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'emploient que très peu de responsables communication qui ne viennent pas du secteur. Voilà. J'ajoute que pour les directeurs de la communication, c'est exactement la même chose et on va leur demander encore plus de provenir d'un secteur difficile. Les directeurs communication qui sont issus des firmes phyto ou des semenciers ils ont le vent en poupe, hein, c'est très bien pour le président, parce que quand depuis 10, 15, 20 ans, vous bouffez les suppressions de molécules, les pollueurs-payeurs, la séparation du conseil et de la vente, le fait qu'on exporte des molécules dans des pays étrangers alors que c'est interdit en France, etc., les industriels ont pu et ont développé de grandes capacités de communication. Voilà. Et donc, ce sont des profils qui sont très appréciés. Voilà ce que je peux dire sur cette première synthèse. La localisation géographique n'a pas d'importance. Je reviens sur ce qui a été indiqué dans l'étude IDEM. La plupart des postes liés à la communication, à la représentation, au lobbying sont situés en Île-de-France et plus encore à Paris. Pour habiter Lyon depuis 6-7 ans, je le vois, hormis des sièges d'entreprises, notamment de grandes entreprises du secteur, on est encore sur une France très centralisée. Donc voilà, localisation géographique, on est très Paris. Ça aurait pu poser des problèmes que les candidats soient en Aquitaine, dans le Nord, dans l'Est. On a l'effet Covid qui a forcé tout le monde à utiliser les moyens de communication modernes, même si ça nous emmerde parce qu'on aimerait plus être présent qu'à travers les écrans. Mais en tout cas, maintenant, ça pose beaucoup moins de problèmes. Les entreprises sont beaucoup plus à l'aise sur le télétravail. Point trop d'infos, une journée ou deux par semaine. Après, c'est niette. Hein. C'est plutôt la tendance générale. Donc voilà, pas de problème sur la localisation géographique. Les canaux de recrutement pour un cabinet. Vous pouvez vous monter chasseur de tête, je ne l'étais pas.
on a une chance, c'est qu'on a LinkedIn. LinkedIn, c'est 16 millions d'inscrits en France. On est 70 millions de personnes. Il y a 16 millions d'inscrits sur LinkedIn. Après Facebook, peut-être Instagram, malheureusement. Je crois que c'est le réseau social qui a le plus d'abonnés en France. C'est un superbe outil. Vous y mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, ça permet à tout le monde de rentrer en contact. On accepte ou pas. Moi, je ne vous le cache pas. Mes deux sources principales pour chasser, c'est mon réseau professionnel et LinkedIn. Voilà. Après, APCITA, c'est bien aussi. Référence agro, ils sont très bons. L'équipe de Terrico, ils sont super bons parce que vraiment, les gens me viennent beaucoup. Ça marche bien aussi. Le reste, cadre emploi, APEC, généraliste, ça ne fonctionne pas. De la même façon qu'on ne recrute pas dans le secteur agricole en faisant appel à un cabinet de recrutement généraliste parce qu'ils sont nuls, ils y connaissent que dalle. Voilà. Qui continuent à recruter des contrôleurs de gestion ou autres, mais pas dans notre secteur. Les salaires, je vais vous donner des fourchettes. Agriculture, c'est un peu moins payé que l'agroalimentaire, 10% de moins à peu près, 10-12% de moins. Chargé de communication junior avec 2-3 ans d'expérience sortie d'école, donc on a 26 ans, on est entre 35 et 40 000 euros, grand max. Responsable communication, 32 ans à 45, on est entre 40 et 60 à peu près. C'est des métiers où il y a assez peu de variables. On n'est pas sur la direction de l'agrofourniture, ni des boulots très objectivés. Directeur de la communication, on peut atteindre des fourchettes entre 80 et 110-120 000 euros brut. Je parle en brut, annuel. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez un peu plus d'informations, il y a un site qui s'appelle Glassdoor qui est très bien, qui vous permet de voir si en banque, un directeur de la communication est plus payé qu'en agriculture. Et oui, il est plus payé qu'en agriculture. Voilà. Bon, je reprends la parole. Il y a des questions là-dessus? Ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pas de main levée. Bon, on continue. Le site Place d'Or. Hein? Le site dont Fabien a parlé, c'était Place d'Or. Oui, ce site, c'est Glassdoor. Glace comme le verre en anglais, G-L-A-2-S-D-2-O-R. Glassdoor. C'est un site qui existe depuis quelques années. C'est un site communautaire, c'est-à-dire que des responsables communication de la Société Générale ou du Crédit Mutuel vont dire combien ils gagnent. Voilà, et plein d'autres dans le secteur. Ça permet d'avoir un benchmark selon les secteurs d'activité. Voilà. L'agriculture continue à payer un poil moins, quoique il y a une véritable inflation depuis le Covid. Voilà. Vous savez. Alors, juste pour Glassdoor, excuse-moi Fadela, c'est du déclaratif. Et pour avoir fait une étude sur ce sujet récemment, notamment sur la question des salaires, entre ce que la personne est payée et ce que la personne souhaiterait être payée, c'est pas toujours exactement, enfin, l'affichage du salaire n'est pas toujours le bon chiffre à la fin. Bien sûr, bien sûr. Non, tu as raison. Et puis la plupart du temps, c'est indiqué en termes de fourchette. C'est vrai qu'un contrôleur de gestion ne va pas dire qu'il gagne 53 000 euros pile fixe. Voilà. Mais c'est intéressant, en tout cas. Voilà. Moi, je le recommande pour ceux qui ne savent pas comment se situer. Voilà. En tout cas, ça devient de plus en plus cher de recruter dans l'agriculture. Hein. C'est normal, ce sont des gens de valeur. Oui, je voulais réagir un petit peu, enfin poser quelques questions. Donc, Fadela, alors moi, je suis aussi pas du tout issue du monde agricole. Je suis carrément journaliste dans le monde de la culture. Et comme je disais à mes collègues, c'est passé de la culture à l'agriculture, et la culture est un secteur, par contre, qui n'a aucun lien avec le monde agricole. Pour revenir à ce qui avait été dit au départ. Mais c'est vrai que quand on arrive dans le monde agricole, c'est un secteur tellement attractif qu'on n'a plus envie d'en repartir. Et c'est mon cas. Voilà, donc c'est juste pour la petite anecdote. Ensuite, sur tout ce que vous avez dit, Fabien, donc c'était très intéressant. J'avoue que moi, je suis un peu étonnée sur pas mal de choses.
Et notamment, j'aurais voulu savoir si vous sentez quand même des changements de comportement ou d'attente ou plusieurs changements suite aux ces années de Covid qu'on a passées, et puis sur lesquels, moi, je sais que, bon, certains le savent, j'ai une agence de communication et j'ai beaucoup de mal à recruter et à garder les personnes depuis quelques années pour plusieurs raisons. Et là, c'est encore plus difficile qu'avant, puisqu'il y a le télétravail en plus qui arrive, donc des gens qui sont à Bordeaux, à Angers, à Toulouse, qui sont étonnés quand on leur dit, bah non, il y a des métiers comme la com où ça se prête pas forcément le télétravail dans un premier temps. C'est pas comme l'informatique ou d'autres secteurs. Ça, c'est une chose. Et puis c'est vrai que les derniers recrutements, alors moi j'ai pas fait appel à votre cabinet, j'ai fait appel à un autre cabinet pour le recrutement. Les derniers recrutements, justement, sur les trop de difficultés, le cabinet, il m'a présenté 4 candidats, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait très peu il y avait très peu de candidats. Puisque les candidats qu'il y avait n'étaient pas forcément aujourd'hui dans des qualités. Alors, je cherchais un junior, quelqu'un qui avait 3 ans d'expérience. 3 ans d'expérience aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait ce qu'on appelle de l'alternance et qui sont pas aujourd'hui sur des qualités de même niveau qu'on pouvait l'avoir il y a quelques temps. Donc voilà, donc est-ce que vous, et puis on n'est pas de ça, il n'y a pas que mon agricole, aujourd'hui on entend que tout le monde a des problèmes de recrutement, des problèmes avec les alternants, est-ce que c'est des choses que vous quand même, que quand on vous écoute, on a l'impression que tout va très bien, on sent bien qu'aujourd'hui on sait qu'il y a quand même des difficultés de recrutement un peu partout et aussi dans mon agricole. Donc voilà, c'était une réaction et puis des questions aussi. Merci. Très bien, merci. Comment répondre à ça? Pour moi, ce que je vois depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est que les métiers de la communication, et encore une fois, dans l'agriculture, on fait un focus sur le secteur, ne posent pas de problème de recrutement. C'est un vrai constat, puisque nous ne sommes pas questionnés, mandatés pour recruter des personnes en communication. J'ai même tendance à dire communication / marketing. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les entreprises peuvent se débrouiller elles-mêmes. J'entends que vous, par rapport à une situation que je ne connais pas, à savoir une agence de communication, ça peut peut-être être différent. Mais je prends un exemple. Gaiago, la ferme digitale, ou Syngenta, ou, allez, on va en remettre un autre en biosolution, Sumiagro, allez, cherche un chargé de communication ou un responsable communication. Il met une annonce, il a pas mal de retours, même beaucoup de retours, voire trop. Nous, c'est ce qu'on constate. Après, le tri, la qualité des candidats, c'est autre chose. Mais en tout cas, on constate que l'attractivité des métiers, elle est là. Pour le reste, rien n'est facile. Je ne vous cache pas, Fadela, que pour recruter un directeur commercial dans un négoce de céréales au fin fond de la Normandie, dans la Manche, voilà, je suis dessus depuis 5 mois. J'ai présenté 5 candidats en 5 mois. Et là, pour le coup, ça vaut la peine de faire appel à un cabinet de recrutement parce que vous ne recruterez pas avec Le Bon Coin, vous ne recruterez pas avec LinkedIn. C'est un exemple, directeur commercial d'un négoce en céréales, d'une PME. Un autre exemple, ça va être d'aller recruter un regulatory affaires manager, spécialiste de la réglementation en phyto et en biosolutions. C'est très difficile à trouver parce qu'il y a un plein emploi et puis parce que c'est comme ça. Pour la communication, nous, on observe que c'est attractif. Donc, ouais, on pense que, et c'est hyper bien pour le CIRPA, on pense que ces métiers ont la cote. La qualité des candidats, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, pour ma part, par rapport à ce que demande Fadela, en fait, dans le scope là, d'études, il n'y a pas d'agence. Donc, on n'est que sur les gens qui sont en entreprise déjà. Et après, c'est vrai que on n'a que des gens qui sont installés, qui ont déjà de l'ancienneté, parce que l'ancienneté moyenne, je crois, elle est assez élevée dans le monde agricole, elle est énorme. Mais c'est vrai que dans les métiers, on a besoin d'échanger et on dit qu'il n'y a pas de télétravail parce que c'est un échange. Bon, moi, en études, c'est pareil, quand on fait du Cali, on a besoin d'échanger, de discuter pour faire tourner les idées. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont plus de mal à se dire il n'y a pas de télétravail, je vais venir tous les jours.
Alors que quand on est dans l'informatique, une ou deux journées de calage, et la personne peut repartir 3 jours travailler chez elle. C'est des métiers d'échange. Au tout début du Covid, il y avait un directeur d'agence de com qui a dit, moi, mon métier, je ne l'ai pas fait pour être devant un ordinateur parce que j'ai besoin d'échanger. Je pense qu'il y a une difficulté entre ces métiers où on a besoin d'échanger, où on a besoin de partager pour pouvoir faire décanter les idées, et les métiers où on peut séquencer le travail. C'est vrai que là, il y a une différence. Et en agence, dans les petites entreprises, les métiers de tout ce qui est un peu brainstorming, où on a besoin beaucoup de brainstorming, et qui ne se fait pas dans une réunion, qui va se faire au détour d'un café, tout d'un coup, une idée va jaillir. On a peut-être plus de mal à recruter aujourd'hui. Tu as raison, Pierre, et je me permets aussi, et pardon, Fadela, je n'ai pas répondu sur la partie Covid. La partie Covid, on est en plein dans une sorte de flou artistique. La situation, il y a 1 an ou 1 an et demi, est très différente de maintenant. Il y a 1 an et demi, post-premier confinement, beaucoup de gens s'interrogeaient et étaient à l'écoute, en veille, ne serait-ce que passive. C'est évident, sans lever le doigt et sans dire qu'on cherchait du boulot. Je parle de gens qui étaient en poste. Mais il y avait une interrogation parce que le contexte faisait qu'on s'interrogeait tous sur une évolution. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Plus du tout. Plus du tout. Les gens qui sont restés dans leur structure sont dans leur structure et ne veulent plus prendre de risques. Donc là, par contre, il peut y avoir des difficultés à recruter si vous cherchez un profil particulier en communication, parce que les bons, ils sont en poste. Il n'y a pas de secret, mais ça, que ce soit en communication, en direction d'entreprise, en direction de commercialisation des grains de collecte ou d'agrofourniture, les bons, ils sont en poste. Voilà, le Covid on n'a pas encore les enseignements de ce Covid, hormis les jeunes qui ne veulent plus ou plus beaucoup aller en entreprise. Je recrute assez peu de juniors. Ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, le télétravail est beaucoup moins privilégié dans les entreprises. Le métier de la communication, pour moi, est un métier qui est peut-être un peu plus facile à faire à distance, hormis l'événementiel, la participation à des événements, mais il est un peu plus facile qu'on fasse de la com interne ou externe, on peut le faire un peu n'importe où, ce qui n'est pas du tout le cas de postes opérationnels ou de managers qui doivent être présents. Donc, sur les salaires, ce qu'on voit par rapport à la vague de 2020, c'est une première approche, hein. On voit que la partie salaire, on a une augmentation. On est à 22% de gens qui étaient de 50 à 70 euros. On est passé à 32%. Donc, c'est parti du bas. C'est le bas qui est remonté petit à petit. Après, on reste assez sensiblement au même niveau pour le haut. Après, ça dépend un peu du turnover. Et sur les bords, on a un peu moins de répondants. Mais là où on a des répondants, on voit qu'il y a quand même un basculement. Il y a visiblement, les salaires ont un peu augmenté. J'ai pu regarder des gens qui avaient répondu sur les 2 vagues. Et les salaires ont bougé un petit peu, ont augmenté sur les 2 dernières années. Donc, juste, j'ai regardé un peu les infos, j'ai un peu de temps en temps sur l'INSEE, même assez souvent. Donc, juste parce qu'on travaille beaucoup sur le travail homme-femme, les dernières, on a beaucoup travaillé sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Donc, entre 2019 et 2020, l'INSEE a mesuré que l'évolution des femmes était 3 fois plus importante que celle des hommes. Je crois que les hommes, l'augmentation était sur la moyenne nationale à 1,2 et les femmes sur 3, quelque chose. Donc, c'est-à-dire que c'est le phénomène de rattrapage pour essayer d'équilibrer les salaires. Et alors, après, j'ai un peu fouillé autour, et ce qui m'a amusé, c'est que l'écart homme-femme est proche de 0 chez les ouvriers. Même travail, c'est proche de 0. Par contre, dès qu'on monte chez les cadres, on a 30% de différence. Donc, ça, c'est voilà, c'est les petites infos assez rigolo. Donc, chez les ouvriers, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Et dès qu'on monte, petit à petit, ça augmente. Ouais, elles ne sont pas rigolotes, ces infos, Pierre. Elles sont toujours aussi dramatiques. Enfin, non, c'est en train de rattraper. Ça rattrape 3 fois plus vite. Non, moi, je trouve intéressant que les bas salaires soient nivelés. Au moins, on peut, sur les choses qui sont pragmatiquement mesurables, il n'y a presque plus de différence. Avant, il y en avait. Et aujourd'hui, que les femmes rattrapent 3 fois plus vite, que les augmentations de salaire soient 3 fois plus rapides, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a le phénomène de rattrapage en train de se mettre en place. Après, il faut regarder par poste, il faudrait découper niveau par niveau.
Voilà, mais il y a aujourd'hui, moi, je parie, enfin, c'est toujours le problème, c'est qu'on a des échantillons très faibles. Moi, j'ai toujours une vision depuis les 3 dernières vagues que le salaire homme-femme, au départ, les jeunes, ils sont à peu près au même salaire, voire les femmes un tout petit peu au-dessus. À l'âge de 30-35 ans, ça se croise. Ça se croise, alors on sort les banalités, les enfants, les machins, moins d'implication au travail, et les hommes prennent à ce moment-là une vraie accélération. Et après, ça remonte petit à petit. Et dans les cadres, ce que je trouve, c'est que des fois, en fin de carrière, les mecs disparaissent. Ça veut dire qu'ils changent de scope, ils se mettent en indépendant, ils sont usés, et les femmes continuent à monter. Quand on travaille longtemps avec des sociétés, j'ai travaillé beaucoup longtemps chez Bayer, j'ai vu des femmes rester, et des mecs partir, s'éjecter ou partir eux-mêmes ou se faire éjecter assez rapidement. Et les fins de carrière sont assez jolies chez les femmes en général. Mais ça, le problème, c'est que j'ai 3 répondants d'un côté, 3 répondants de l'autre, donc je n'arrive pas à le démontrer mathématiquement. Mais c'est la sensation que j'ai, c'est qu'il y a un rattrapage après, et usure des hommes ou moins de résistance des hommes, je ne sais pas comment l'expliquer. Après, il y a... Pierre, sans parler d'économétrie ni de mathématiques, moi je retiens une chose, c'est que dans la tête des recruteurs, des patrons de start-up, TPE, PME, c'est un petit peu plus difficile sur des groupes de plus de 500 ou 1000 personnes, puisque mes interlocuteurs sont plutôt des RH. Mais j'ai un constat. Le métier des RH est un métier qui est plutôt féminin. Le métier de la communication est un métier qui est plutôt féminin. Donc, mesdames, demandez du blé, voilà, parce que les employeurs, ils veulent plutôt, on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a toujours cette histoire de genre, on ne peut pas en parler, on ne peut pas parler d'âge, ni voilà. Mais les employeurs, quand ils veulent un ou une chargée de communication ou un ou une responsable communication, ils veulent une chargée de communication et ils veulent une responsable communication. C'est plutôt clairement ce qu'on constate, voilà, moi j'ai essayé de faire un historique de plusieurs années, notamment avec des cabinets de recrutement dédiés. On voit quand même plus de 2/3 des postes en communication dans l'agriculture, de ce que j'ai vu. Moi, ce n'est pas des sondages aussi fins que ceux de Pierre et d'Idem, mais c'est des métiers qui sont féminins. Donc voilà, il faut demander des sous, hein, c'est tout. Non, parce qu'Anne-Marie Paulet, qui était l'ancienne trésorière du CIRPA, disait, moi, j'ai toujours le même métier que les hommes et j'ai toujours réclamé. Bien sûr. Parce qu'elle a gagné autant. Elle a dit qu'elle a toujours gagné autant. Elle disait ça. Ça m'avait frappé. Elle disait, mais j'ai toujours réclamé. Puis on voit sa personnalité. J'imagine que quand elle rentrait dans un bureau de patron, le mec, il disait oui, quoi. Après, bon, c'est un autre débat. Donc, on n'en est pas là. Donc, ce qu'on voit, c'est on n'en est pas là, mais les femmes ont la cote dans ces métiers-là. Voilà, c'est quand même quelque chose à noter. Bon, non, mais on n'est pas là de l'analyse. On va essayer de continuer, de ne pas finir dans 1 heure. Donc, alors, il y a un échantillon qui est difficile à analyser parce qu'on a aussi bien des patrons de PME en province que des jeunes chargés de communication en Ile-de-France. Donc, c'est difficile d'arriver à tout analyser. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'ancienneté, et quand on écoutait ce que disait Fabien sur les grilles de salaire, et si on regarde qu'avec l'ancienneté, on passe de chargé de communication, responsable communication, directeur communication, on voit qu'en gros, c'est 11 000 euros par an, par 10 ans, ce qu'on avait l'année dernière à peu près 10 500, là on arrive à 11 500, mais il y a la vérité sûrement entre les deux. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est les différences dans les structures, les firmes, la distribution, les OPA, bon, les autres étant en gros melting pot, mais il y a des différences, mais c'est lié aussi à la structure des communicants dans ces types de structures-là. Donc ça, c'est les 3 écarts. L'écart entre région et Île-de-France a disparu. Et Fabien, tu m'avais dit que toi aussi, tu le voyais. Que l'écart entre Île-de-France et province tu dis que ça a changé. Tu m'entends? Oui et non. L'écart est toujours aussi important entre l'Île-de-France et des régions, et notamment hors des grandes métropoles. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de différence entre Paris, Bordeaux, Lyon, Nice et Lille, quoique quand je dis qu'on n'a pas énormément de différence, il y a quand même 5-8% à peu près. C'est sûr que quand on est dans des régions où il y a moins de boulot, qui sont attractives, des régions qui sont plutôt rurales, il y a un écart évident, mais encore une fois, sur le métier de la communication, qui est un métier pour lequel les employeurs ont moins de difficultés à recourir au distanciel,
ça tend à se gommer. Voilà, c'est sûr. Donc, nous, dans l'échantillon, on avait toujours eu des différences, et là, dans l'échantillon, il n'y a pas de différence Voilà. entre Île-de-France. Mais bien sûr, c'est les métropoles. Il y a Lyon, si j'enlève Lyon, si je mets Lyon côté Île-de-France, si je mets Toulouse, tout ça, ça risque de changer. Entre hommes et femmes, on a, par rapport à la moyenne, 23% d'un côté, 14% de l'autre. Bon, l'évolution avec l'ancienneté, la formation, donc c'est la formation initiale qui montre des différences, mais c'est aussi lié à l'ancienneté. Les gens qui avaient une formation agri, et sont plus anciens, donc ils sont plus devant. Les gens qui sont en com sont plus récents, donc ils sont un peu plus bas. Est-ce qu'il y a une différence? Pareil, il faudrait un échantillon plus large pour arriver à le voir. Dire com et pas dire com, bon, bien sûr, il y a une différence. Entre ceux qui trouvent le métier très attractif, donc comme quoi le salaire est quand même encore une valeur, ceux qui trouvent le métier très attractif ont des salaires plus élevés que ceux qui le trouvent moins attractif. Et on voit les différences entre la distribution, les firmes, les organismes paragricoles et puis l'autre. Voilà. Bon, on va fouiller ça un peu plus pour le prochain atelier. Alors, on passe à la partie suivante. Donc, les agricommunicants de l'échantillon sont à 48% à travailler dans des équipes de 1 à 2 personnes. Mais en fait, on va regarder la multiplicité des tâches, le côté couteau suisse que Pierre Pinault avait lancé il y a quelques années, et la spécialisation qu'on demande aujourd'hui aux communicants. Donc, les agricommunicants, 48% à travailler dans des équipes de 1 à 2 personnes, ce n'est pas beaucoup, dont eux, 51% d'entre eux disposent de 5% du budget total. Si on prend tout le budget des répondants, il y a 5% qui gèrent, il y a 51% qui gèrent 5% du budget, et de l'autre côté, on a 16% qui gèrent 74% du budget total. Et pourtant, tous couvrent un grand nombre d'activités, 6,8 en moyenne, et le service fait en faisant 9,2. Donc, ça veut dire qu'ils font plein de choses, donc c'est des vrais couteaux suisses, et on leur demande d'être spécialisés. Donc, on voit les équipes, l'effectif des équipes, donc 1, 2, 3, 4 personnes, on voit qu'il y a 48% qui sont 1 à 2. De l'autre côté, on a les grosses firmes qui ont des équipes plus importantes, 10 et plus, ils sont 15%, et au milieu, on voit un creux. Donc, on a vraiment une dichotomie, on a 2 populations. La part budget, donc en noir, c'est les pourcentages de répondants, et chaque fois, la part du budget global qu'il y a, dans la part des pourcentages en noir, et le budget réparti pour chacun en pourcentage. Donc, effectivement, on a 51% qui gèrent une toute petite partie, et là, les 16% qui gèrent 74% du budget global de l'étude, répertorié dans l'étude. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire grosses équipes et gros budget, petite équipe et petit budget, donc beaucoup de couteaux suisses. Et là, on est sur les activités principales des répondants. Donc, en orange, ce qu'on voit, c'est ce que fait le service. On leur demandait qu'est-ce que fait votre service. Réflexion. Alors, le premier, ça doit être celui-là, la relation presse. On a un gros paquet là, relation presse, événementiel, rédaction, relation presse, réseau social et communication digitale. On a aussi celui-là, la création, l'utilisation de vidéos, avec la réflexion stratégique. Après, on a des choses qui sont moins. Et après, on leur demandait, et vous, à quoi vous participez? Et on voit en principal ou en activité complémentaire en plus. Donc, on voit que donc, la réflexion stratégique, 8,3 fois sur 10, les communicants qui ont répondu participent à la réflexion stratégique. 7,1 fois sur 10 à l'événementiel. La rédaction, la communication, 7 fois sur 7. Donc, ils font beaucoup de choses systématiquement. Il n'y a qu'à partir de là où ils s'investissent moins, sans doute parce qu'il y a une partie qui est sous-traitée, la gestion des espaces publicitaires, la création et utilisation de vidéos, la gestion des outils CRM. Voilà. Ça, c'est des choses où les répondants s'impliquent moins alors que le service le met en œuvre. Alors, le faire ou le mettre en œuvre. Donc, en gros, ils font 5, entre les principales et les autres, ils font 5,8 activités en moyenne. J'avais peut-être mieux calculé mes chiffres tout à l'heure. C'était 6,8 activités en moyenne contre 9,5 que font. Donc, ils font beaucoup de choses et des choses vraiment, ça va de l'événementiel, réflexion, relations presse, etc. Donc, c'est des gens, des communicants dans l'agricole font beaucoup de choses. Et donc, quelles sont les principales difficultés du métier? Donc, c'est lié à ça, manque de temps, charge de travail. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de charge de temps, et c'est encore en train de monter. Manque de budget, de moyens, bon, ça reste stable. Manque de reconnaissance en interne qui remonte.
Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le bilan, on se dit bah, quand même, on a un manque de reconnaissance. On l'avait déjà vu, mais ça ne montait pas beaucoup, mais ça reste très présent et ça reprend du poids. L'odeur, les freins des interlocuteurs en interne, bon, ça va avec le manque de reconnaissance. Trop de diversité des tâches, des missions. Alors, et ça, c'est un thème que j'ai vu apparaître cette année. Réussir sa mission, mobiliser, être libre. Ça veut dire vraiment l'impression que de temps en temps, je pense que c'est avec tous les nouveaux moyens de communication, tous les canaux de communication, finalement, on est moins sûr qu'avant de réussir à faire ce qu'on voulait faire. Autant avant, quand on se disait, quand on a fait son plan de presse, etc., ben ça marchait, et on n'avait pas de doute sur le fait que ça marche. Et là, on a l'impression qu'il y a un doute quand même d'arriver à réussir sa mission, à mobiliser les gens sur un événement, à être audible quand on lance un truc. On a peut-être moins de mesures de retour ou des mesures de retour tellement énormes ou disparates qu'on a peut-être du mal à se caser. Donc, c'est un nouveau thème qui apparaît. Après, on a le manque de clarté de la ligne directrice de la stratégie. Ça fera partie d'un autre sujet. Et le secteur en crise permanente générale. Bon, ça c'est resté à 4%. Mais donc là, on voit la petite taille des équipes, des budgets faibles, et en échange, et beaucoup d'activités à faire, beaucoup de fonctions à conduire. Et donc, il y a quand même un côté couteau suisse et spécialisation par le numérique. On le verra après. Donc, l'évolution de la communication, qu'est-ce qui a évolué en noir et quelles sont les évolutions imaginées d'ici 2 ans? Le poids des différents canaux de communication, donc 53%, ça a été le Covid, le distanciel a fait qu'on a dû beaucoup bosser et on pense que ça va continuer à évoluer. Les objectifs, les axes de com, ça va beaucoup changer dans l'avenir. Le poids des différents types de communication va encore changer et il a changé. Voilà. Et on a un ordre décroissant si on additionne les deux. Les actions prioritaires, le budget, ça va changer, les processus de décision, voilà. Ce qui change, voilà. Donc en fait, il y a vraiment une évolution des poids de communication. Et ce qu'on voit quand même, c'est que le numérique, la communication numérique vient alourdir le travail, vient de changer les besoins de spécialisation. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont comme formation, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme formation, on voit que le premier qui apparaît, le plus gros écart, ils reçoivent 10% des répondants. Alors, tout le monde ne reçoit pas de formation. Je n'ai pas sorti le gros chiffre, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont encore pas de formation dans les 2 ans qui sont passés, les 2 ans qui sont prévus. Mais quand ils ont des formations, 10% c'est du digital et 19% en souhaitent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les algorithmes changent, les technos changent tout le temps. Il faut tout le temps se mettre à jour et c'est une charge de travail supplémentaire. Ce n'est pas juste d'être sur les réseaux sociaux, c'est aussi suivre les réseaux sociaux, les différents algorithmes, les nouveaux trucs. La nouvelle mode sur ligne, je ne sais plus comment ça s'appelle, les manèges qui ont supplanté le PDF, qui ont supplanté, où chacun tire sa conclusion. Les techniques, les outils de com, les affaires publiques qui apparaissent. Là, 2% de gens, je l'ai vu par-ci par-là, les réseaux sociaux qui remontent. Donc, si c'est 7, la stratégie de communication marketing, agricole, bon, après, vous pouvez relire. Et ce qu'on a moins besoin, qu'on a un peu, mais qu'on a moins besoin, c'est qu'on a reçu beaucoup et qu'on a moins besoin, le management, l'administratif, juridique, sécurité, la réalisation de montage vidéo, finalement, on n'a peut-être pas tant besoin que ça parce qu'on le fait faire. L'anglais, le RSE, on en a et ça suffit, on en veut moins. La partie commerciale, gestion de projet. Donc, c'est vraiment la partie technique, à part les affaires publiques, c'est la partie technique, digitale, numérique, qui prend le poids dans les besoins. Donc, à la fois, on a un agricommunicant qui est polyvalent, qui doit faire plein de choses avec une petite équipe, peu de budget pour une grosse partie, et qui doit faire plein de choses, mais qui doit spécialiser dans les canaux de communication, dans le digital et suivre toutes les évolutions. Et qui doit être, et on le voit, il y a l'agricole qui apparaît quelque part. Donc, le fait d'avoir besoin, comme c'est des gens de com, qui demandent quand même aujourd'hui des formations d'agriculture en technique agricole, qui apparaît à la 4e place ou 5e place. Donc, on voit que c'est un ensemble de choses. Donc, je repasse la parole à Sébastien. Fabien, pardon. Est-ce qu'il est difficile d'être à la fois un couteau suisse, suffisamment spécialisé pour gérer la communication d'aujourd'hui numérique et dans un secteur technique? C'est un vaste sujet. Donc, tu as bossé, j'espère. Ouais, c'est un vaste sujet. Moi, je tiens à te dire une chose, Pierre, c'est que l'étude, elle est hyper pertinente. Sur les chiffres et graphiques, c'est un peu lourd à digérer en présentation comme ça, mais regardez-les avec recul, c'est hyper pertinent. Moi, je reviens sur 2 composantes. Si on parle agriculture, c'est très différent de la partie agroalimentaire. En agriculture, on va avoir
des besoins pour les employeurs, et en tout cas des volontés des employeurs d'employer des personnes qui ont ce côté couteau suisse. C'est ce qu'on observe. Ils veulent quoi? Ils veulent une personne qui ait des compétences en communication et des compétences souvent issues de la technique, que ce soit rédactionnelle, communication orale, événementielle, digitale, mais aussi une vraie connaissance du secteur agricole, ce qui est moins le cas en agroalimentaire. Donc, ce côté couteau suisse, on va demander quoi à un jeune responsable communication, 28-30 ans, dans une PME de négoce ou une petite COP régionale? On va lui demander de faire de la com interne, externe. On va lui demander de faire de la gestion de projet. On va lui demander d'animer 1 ou 2 stagiaires. On va lui demander d'être community manager, c'est les nouveaux métiers d'animation des réseaux sociaux. On va lui demander aussi d'être happiness officer, truc très à la mode, les CHO, à savoir faire de l'événementiel, les réunions de collaborateurs, voire des réunions extérieures, la ligne édito, la refonte des sites, l'intégration d'un nouveau SI, voire d'un nouveau CRM. C'est souvent le responsable communication dans les PME qui va s'en charger. Donc, on voit vraiment une multiplicité des tâches. C'est ça qui est compliqué dans le secteur agricole. Voilà, tu l'as dit, on demande beaucoup de choses à la personne de la communication. C'est moins le cas en agroalimentaire. En agroalimentaire, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que souvent, ce sont des entreprises qui ont une taille plus grosse et donc qui ont un service où les gens sont plus spécialisés. Typiquement, on ne va pas avoir en agroalimentaire un responsable communication qui va faire de l'animation de réseau, de communauté, qui va être présent dans les instances, dans des cercles, faire du benchmark et dans les organisations professionnelles, et aussi gérer les budgets publicitaires. Voilà, vous prenez, j'en sais rien, un Sodial dans le lait, des spécialistes des cultures Les Lumières qui commercialisent des produits en marque connue. La personne qui va gérer des budgets publicitaires va plutôt être un publicitaire. C'est plutôt ce qu'ils recherchent, et ils vont faire une vraie séparation entre la partie communication interne, externe, et la partie communication, marketing, budget pub. Dans l'agriculture, en fait, faut tout faire, mais ça, je l'apprends à personne. Voilà, on est tous issus soit de grandes entreprises, de PME ou d'organisations professionnelles parmi ceux qui sont présents. On a touché à tout. On a été tantôt gestionnaire de projet sur de l'intégration de SI dans une entreprise, tantôt refonte du site internet, tantôt responsable de la préparation du congrès annuel. Et voilà, ce côté couteau suisse dans l'agriculture, pour nous, il reste hyper présent. Voilà, c'est ce que demandent en tout cas les employeurs. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à plutôt privilégier encore des profils qui sortent d'écoles agri-agro, qui connaissent bien le secteur. Voilà, ils ont plutôt tendance à faire confiance à des personnes comme ça, en tout cas en début de carrière ou avant 35 ans, qu'à des personnes venant d'autres secteurs. Après, quand on évolue sur des postes de communication, responsable communication, directeur de communication stratégique, où il y a beaucoup de politique, on va avoir d'autres profils. On va avoir des Sciences Po qui ont connu autre chose. On va avoir des lobbyistes. On va avoir des communicants comme Sébastien qui ont fait d'autres secteurs d'activité. Voilà, il y a une dichotomie entre les moins de 35 ans et les personnes qui vont toucher à la stratégie. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Le secteur est très technique, donc on demande de la technique. Est-ce que dans tous les secteurs, les communicants sont soumis aux mêmes problématiques? Pas du tout. Pas du tout, parce que l'agriculture est un peu en retard. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un bien ou un mal? Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que c'est un bien. Ils sont un peu en retard sur l'emploi de community manager et de happiness officer. Beaucoup de secteurs ont un responsable communication
un community manager qui va être beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est des jeunes qui ne sont pas payés bien cher, donc qui ne restent pas bien longtemps. Et un happiness officer qui, il y a 15-20 ans, c'est ce qu'on appelait un ou une assistante de direction. Voilà, dans d'autres secteurs, ils ont plutôt tendance à cumuler les différents postes en communication. Ils mettent un peu le paquet là-dessus, mais ils ne les payent pas. Donc, les gens ne restent pas. Beaucoup de turnover. Des office managers qui font de la communication, des community managers qui font de la communication dans des petites structures ou dans d'autres secteurs. Ils restent 18 mois, 2 ans, et ils n'hésitent pas à changer, ce qui n'est pas du tout le cas en agriculture chez nous. Comment on tient compte de cela à l'embauche ? C'est compliqué. On est dans un secteur où, pour être un bon communicant en agriculture, selon moi, encore un coup, sur mon ressenti de recruteur, il faut aimer le secteur, il faut le connaître. J'aurais personnellement pas mal de mal à aller sortir un cadre de la communication du secteur bancaire, hormis Crédit Agricole, peut-être un peu Crédit Mutuel, pour aller le mettre à la COP de Creully ou chez des Deux-N en négoce agricole ou dans une boîte de biosolutions type Valagro. J'aurais du mal, j'aurais beaucoup plus tendance à privilégier des personnes qui connaissent le secteur. Donc, comment on tient ça à l'embauche? Encore une fois, l'attachement au secteur agricole et déjà sa connaissance. Communicant actuel versus nouveau métier, j'ai un petit peu fait le lien. Les jeunes, moins de 30 ans, c'est pas idiot dans des sociétés, dans l'agriculture, d'aller chercher des community managers qui ont fait autre chose. Voilà, ils peuvent apporter du plus. Par contre, en dessous de 30 ans, 28 ans, vous allez avoir la difficulté de retenir la personne. C'est une génération qui est beaucoup plus versatile. Ils ne cherchent pas forcément l'argent. C'est qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, ils pensent avoir fait le tour, alors qu'en fait, non. Ils commencent à peine à être bons. Mais c'est plutôt ça leur vision. Ça y est, je commence à être vieux. Les happiness managers, hormis les grandes firmes et les grandes structures pour lesquelles il faut mettre un peu de blé pour conserver les gens et pas qu'ils aillent à la concurrence. Pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. Voilà, ce qui a un intérêt, c'est d'avoir une personne qui soit bonne en communication, interne, externe, et on ne va pas lui demander la même chose selon qu'il faille qu'elle fasse de la représentation, de la défense des métiers, ou qu'elle fasse de la communication interne et de la refonte de site internet. Donc, encore une fois, c'est hyper à volumétrie variable. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? On a fini notre présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que dans la salle? Je trouve très bien cette étude et ça s'écho aussi avec ce que je fais. Vous m'entendez? On entend? On va essayer de passer le micro. Il y a un grand fil. Ça tombe bien. Sinon, je me déplace. Non. Oui, rapproche. Un micro à chef la prochaine fois. Oui. Bonjour à tous, Laurent. Donc, merci beaucoup parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements à retirer de votre étude et ça fait écho aussi avec ce que je fais dans une autre partie de mon temps, à savoir m'occuper d'ingénieurs. Donc, vous avez fait un peu allusion à l'ESA, ISA, Purpan, et vous avez oublié Isara, je crois, mais c'est pas grave, j'en profite pour le dire. C'est vrai qu'il y a des notions, je constate aussi au niveau des personnes qui sont ou étudiants ou même parfois professionnels, ils ne savent pas ce que ça veut dire communiquer, ils ne savent pas ce qu'est une marque. Il y a un gros déficit. Et est-ce que vous avez tenté d'aborder cette question ou pas? Dans le questionnaire, on n'a pas abordé. Tu as quelque chose à dire, Fabien, là-dessus? J'avoue que là, compliqué. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une orientation qui est produit ou terroir ou qui n'est pas, enfin, qui est un petit peu axée parce qu'on est dans des mondes un peu différents que sont l'agriculture ou éventuellement l'agroalimentaire, ou est-ce que c'est lié à autre chose?
Oh, mais en Ouais, fait, ouais, je ne comprends pas bien cette question. Vous pouvez essayer de la reformuler. Ouais. Oui, est-ce qu'on sait identifier, parce que vous avez parlé des jeunes qui sortaient aussi des écoles, mais la question, effectivement, elle est difficile à formuler parce que moi-même, je constate qu'il y a un déficit de connaissance de ce qu'est une marque ou de ce qu'est une communication bien faite et structurée. Et ouais, mais on est sur l'ambivalence. Les gens Ouais. qui ont une formation agricole, ils n'ont pas la formation com. Et les gens qui ont la formation com n'ont pas la formation agricole. Donc, effectivement, on a toujours une dichotomie entre ces deux. Avant, on prenait des agri-agro qui avaient l'expérience sectorielle oui, voilà. et qui petit à petit grandissaient, et puis après arrivaient à la com, se formaient petit à petit sur le tas. Aujourd'hui, avec l'évolution de la communication, on a été obligé de prendre, enfin, le monde agricole a été obligé d'aller chercher. On est beaucoup agricole, là, on n'est pas très agri. Hein. On n'est pas IA, quoi. Et ils ont été obligés de prendre des communicants qui, eux, manquent de connaissances. Et c'est l'équilibre entre les deux qui est difficile à trouver, en fait. C'est ça, c'est très bien que le monde agricole s'ouvre au fur et à mesure sur d'autres backgrounds, sur d'autres personnes qui ont une expérience. Ça évite cette reproduction sociale qu'on connaît tous. Et ça, c'est bien gentil, c'est des messages qu'on se dit tous. Vous arrivez dans une boîte phyto, un semencier, une boîte de biocontrôle, les axes de la communication, encore une fois, ça dépend de l'âge qu'on a et les missions et les responsabilités. Mais ça demande de la technique, ça demande une certaine connaissance, ça demande le fait d'avoir du passé pour utiliser les bons mots et pas se tromper. Pour moi, il y a cette question de l'âge. Des chargés de communication, vous pouvez aller en chercher un peu partout, tester. Ils vont vous apporter de la technique en digital, en intégration de SI, en développement de réseaux sociaux. Et puis, si vous leur faites un bon storytelling, ils vont appliquer. Monde agricole, moi, ça fait 13 ans que j'y suis, je ne sais toujours pas grand-chose sur rien. Ça demande de la technicité. Et un responsable communication sur une entreprise un peu touchy en distribution agricole, en fabrication, dans des organisations professionnelles, dans des interprofessions, c'est des métiers qui sont casse-gueule. Et là, pour le coup, si vous n'êtes pas du secteur agri, compliqué. Hein. Moi, quand je suis arrivé à IDEM en 95, c'est longtemps, il n'y avait pas Internet. J'ai eu interdiction de parler à un client pendant 3 ans parce que je n'avais pas le vocabulaire. CA, pour moi, c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas le crédit agricole. La chambre, je ne savais pas ce que c'était. Pendant 3 ans, je n'avais pas le droit, par contre, j'avais le droit de le dire. Il n'y avait pas Internet. Maintenant, avec Internet, ça va plus vite. Mais c'est vrai que le vocabulaire agricole est particulier. Vous avez un négoce ou une petite COP qui dit bon, il faut mettre le paquet sur les JA de la région parce que c'est eux nos futurs clients. Vous avez quelqu'un qui a beau sortir de Subdeco Normandie, 26, 27 ans, la tête super bien faite. Les JA, c'est pas forcément ce que c'est. Elle va vite savoir ce que c'est, mais pour savoir qui sont les JA, il faut parler avec eux, les rencontrer, passer du temps. C'est ça aussi la spécificité de notre secteur, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est qu'on se dit tous que ça ferait du bien d'ouvrir à d'autres, mais il est tellement technique. Donc les employeurs souhaitent des gens qui ont de la connaissance du secteur. Ça, c'est vraiment le constat. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a répondu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde est parti, ça y est, tout le monde est allé se coucher. Du monde qui part, oui, parce qu'on est au-delà de l'heure. On est au-delà de l'heure. Bon, merci merci Fabien d'abord. Merci à vous tous. À disposition, s'il y a des questions ou autre chose, vous avez mes coordonnées. Donc, on va mettre en ligne la présentation PDF, la même que celle-là, ça en PowerPoint, mais elle est en PDF aussi, on va la mettre en ligne. Vous aurez les liens, si vous voulez joindre Fabien, il y a les liens, etc. Et on prépare le prochain atelier, et voilà, on a fini. En janvier. Est-ce que quelqu'un du bureau veut rajouter quelque chose? Non, personne du bureau veut rajouter quelque chose. Merci beaucoup pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Merci à tous. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir. Ciao.